C'est un nouveau tournant dans la guerre. 26 pays alliés de l'Ukraine se sont engagés ce jeudi à y déployer des troupes en cas de cessez-le-feu avec la Russie. La Russie a répondu, déclarant que n'importe quelle force occidentale en Ukraine serait une cible légitime pour l'armée russe. Mais alors qu'est-ce que ça implique concrètement et que pourrait-il se passer dans les prochaines semaines? On va voir ça dans un instant. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actus du jour. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce jeudi à la suite d'une réunion à l'Elysée avec les pays alliés de l'Ukraine, en présence notamment du président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore de la présidente de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, Ursula von der Leyen. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, il faut bien comprendre que le but n'est pas d'attaquer la Russie, mais au contraire d'avoir de nouvelles troupes européennes sur le sol ukrainien pour dissuader justement la Russie d'une nouvelle agression si jamais un cessez-le-feu, un armistice ou encore un traité de paix venait à être signé. Cependant, pour le moment, et c'est important de le souligner, on ne connaît pas encore tous les pays qui se sont engagés à apporter ce soutien, ni le nombre de soldats européens qui seront envoyés. Emmanuel Macron a bien tenu à préciser ne pas vouloir donner des détails pour ne pas que la Russie en sache trop. Volodymyr Zelensky a cependant affirmé ce vendredi que ses militaires devraient se compter en milliers, mais qu'il était encore un peu tôt pour en parler en détail. Alors parmi ces 26 pays, certains ressortent déjà pour apporter directement leur soutien avec l'envoi de troupes en Ukraine. De nombreux experts estiment par exemple qu'il y a de très grandes chances que la France et le Royaume-Uni puissent en apporter. En effet, ces deux pays poussent clairement depuis plusieurs mois pour le déploiement de troupes en Ukraine et sont d'ailleurs eux-mêmes le duo de pays ayant créé cette coalition des alliés de l'Ukraine. Alors attention, parmi ces 26 pays, tous n'enverraient pas directement des militaires en Ukraine. Volodymyr Zelensky, qui a d'ailleurs salué une avancée concrète, a affirmé que les différents alliés établissaient encore qui pouvait participer, à quel moment et dans quelle composante. L'aide pourrait donc être juste financière pour certains, mais pourrait aller jusqu'à une véritable présence militaire en Ukraine pour d'autres. Sur ce point, la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, a par exemple déjà affirmé que l'Italie ne déploierait pas de troupes en Ukraine. D'autres pays, comme l'Allemagne, qui a plusieurs fois déclaré ne pas vouloir envoyer de troupes allemandes en Ukraine, ou encore la Pologne, attendent également une position claire des États-Unis avant d'affirmer quel type d'aide leur pays pourrait fournir. Et justement, en parlant des États-Unis, il faut savoir que le président américain, Donald Trump, était également présent à cette réunion des alliés, mais en visioconférence. Même si peu d'informations ont fuité, Emmanuel Macron a affirmé à la presse en sortie de réunion, je cite, que les États-Unis ont été très clairs sur leur volonté de faire partie des garanties de sécurité de l'Ukraine et que leur soutien sera finalisé dans les prochains jours. Là encore, les modalités restent floues pour le moment, mais en février dernier, Pete Hegseth, le chef du Pentagone, donc l'équivalent du ministère de la Défense aux États-Unis, avait affirmé que les États-Unis n'enverraient pas de soldats en Ukraine dans le cadre d'un accord de paix et que la responsabilité des garanties de sécurité reviendrait principalement aux pays européens. À voir donc à quel point l'administration Trump a changé d'avis sur ce point. On a pu voir plusieurs revirements de situation de Donald Trump ces derniers mois, qui est de plus en plus critique vis-à-vis de la Russie. En tout cas, au-delà de leur présence militaire, les alliés de l'Ukraine ont également affirmé ne pas vouloir limiter l'Ukraine dans sa capacité à développer son format ou ses capacités. Très concrètement, la Russie réclame dans le cadre des négociations que l'Ukraine soit, après un potentiel cessez-le-feu, limitée dans son armée et qu'elle ne puisse pas la développer plus pour éviter de menacer la Russie. Sauf que cette volonté de la Russie a été balayée par les alliés qui affirment, comme l'explique Emmanuel Macron, s'être mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais aussi dissuader la Russie de toute nouvelle agression. Finalement, les alliés ont aussi réaffirmé vouloir multiplier les accords d'assistance mutuelle envers l'Ukraine. Certains souhaitent notamment, comme le demande l'Ukraine, un accord à l'image de l'article 5 de l'OTAN, cette organisation politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis qui prévoit qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. L'Ukraine ne faisant pas partie de l'OTAN, l'objectif serait donc d'avoir un autre accord juridiquement contraignant, donc hors OTAN, qui obligerait en quelque sorte les pays à venir en aide à l'Ukraine en cas de nouvelle agression, sans laisser place à des hésitations ou des ambiguïtés sur le fait de participer ou non. Mais le problème qu'on pourrait souligner dans toutes ces annonces, c'est effectivement qu'elles n'ont pour l'instant pas de volonté à venir soutenir l'Ukraine directement aujourd'hui,
alors que les attaques russes se multiplient. En effet, ces nouveaux accords n'interviendraient qu'en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est assez important à avoir en tête quand on sait que de nombreux alliés, dont la France, affirment régulièrement que le président russe Vladimir Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre en Ukraine. En tout cas, la Russie a rapidement réagi à ces annonces et Vladimir Poutine a lui-même déclaré ce vendredi que n'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une cible légitime pour l'armée russe. Selon lui, si des décisions sont obtenues pour aboutir à la paix, il n'y a pas de raison à leur présence et il a appelé, je cite, à ce que personne ne doute que la Russie respecte pleinement les futures garanties de sécurité pour l'Ukraine. De son côté, le porte-parole du gouvernement russe a affirmé être absolument opposé aux garanties américaines et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, en expliquant qu'elles ne convenaient pas à la Russie. On continuera évidemment de suivre l'avancée du conflit et des négociations. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et en attendant, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu en Afghanistan. Au moins 5 répliques du séisme ont secoué le pays dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant 10 nouveaux blessés selon les autorités locales. Il s'agit de répliques de magnitude 5 et le séisme survenu ce dimanche soir dans l'est de l'Afghanistan était de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, qui va jusqu'à 10 pour les séismes les plus destructeurs. Au total, plus de 2200 personnes sont mortes et près de 4000 autres ont été blessées selon un dernier bilan officiel. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent et le bilan pourrait encore s'alourdir selon les autorités locales. Des milliers de personnes se sont également retrouvées obligées de vivre dans des champs ou dans les rues suite à l'effondrement de leur maison. Deuxième actu, on voulait revenir sur l'accident du funiculaire à Lisbonne survenu ce mercredi. Le dernier bilan fait état de 16 morts et 5 blessés graves selon le premier ministre portugais Luís Montenegro, qui a évoqué une des plus grandes tragédies humaines de l'histoire récente du Portugal. Parmi les victimes se trouvait notamment une franco-canadienne, c'est ce qu'a affirmé ce vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, mais il y avait également 5 Portugais, 2 Sud-Coréens, 2 Canadiens, un Suisse, un Américain, un Allemand et un Ukrainien selon le parquet portugais. La nationalité des autres victimes reste inconnue pour le moment. A noter qu'une Française a aussi été légèrement blessée. La justice a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Troisième actu qui concerne la situation au Proche-Orient. Dans la ville de Gaza, au moins 18 personnes, dont 7 enfants, ont été tuées ce vendredi dans une série de bombardements israéliens selon l'agence de presse palestinienne Wafa, qui cite des sources médicales. L'armée israélienne a également annoncé vouloir bombarder un immeuble de grande taille dans la ville de Gaza, en affirmant qu'il était utilisé par le Hamas. Un peu plus tôt, le pays avait expliqué qu'il allait au cours des jours qui viennent effectuer des frappes précises et ciblées contre des immeubles qu'il considérait, je cite, comme des infrastructures terroristes. La veille, d'autres bombardements et tirs de l'armée israélienne ont fait 61 morts dans l'enclave palestinienne, dont 30 dans la ville de Gaza selon un bilan de l'AFP. Cette nouvelle série de bombardements, qui vise plus particulièrement la ville de Gaza donc, intervient après que le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé ce jeudi, je cite, que l'opération va s'étendre et s'intensifier au cours des prochains jours. Il a aussi précisé qu'Israël avait déjà pris le contrôle de 40% de Gazaville. Selon des estimations de l'ONU, près d'1 million de personnes vivent dans et autour de la ville de Gaza, et des milliers d'autres Palestiniens ont déjà fui ce secteur. Ce mercredi, un responsable militaire avait déclaré qu'Israël s'attendait à ce que 1 million de personnes fuient la ville en direction du sud, en raison de l'opération militaire prévue par son armée. De son côté, le ministère de la Santé de Gaza, qui est géré par le Hamas, a mis en garde contre la grave détérioration des services de laboratoire et de transfusion sanguine qui menacent la vie des milliers de malades et de blessés. Quatrième actu, on voulait reparler du mouvement Bloquons tout le 10 septembre, qui prévoit près de 40 mobilisations partout en France. Elle pourrait prendre la forme de cortèges, blocages, voire d'actions de sabotage selon une note des renseignements territoriaux, un service de police chargé de collecter, analyser et exploiter des informations sur les menaces à l'ordre public. Selon cette note que le Parisien a pu consulter, 100 000 participants sont attendus partout en France. Des lieux symboliques pourraient être visés comme l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Élysée selon le ministère de l'Intérieur, mais aussi des centres commerciaux, des universités ou des entreprises liées à la défense nationale. Les renseignements territoriaux précisent cependant, je cite, que le degré d'implication de la société civile demeure incertain. En fait, selon eux, il n'y a pour le moment pas de coordination structurée ni un leader clairement identifié, ce qui rend le mouvement diffus et imprévisible. En prévision, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a appelé à la plus grande mobilisation des forces de l'ordre. Il demande également au préfet d'empêcher, je cite, toute tentative de blocage des infrastructures essentielles. Bref, on suivra ça dans les prochains jours sur la chaîne et sur notre compte Instagram Hugo Décrypte. Cinquième actu, le président des États-Unis Donald Trump va renommer le département de la défense en département de la guerre. Le décret sera signé ce vendredi selon un responsable de la Maison Blanche. En fait, Donald Trump l'avait promis fin août, il veut rétablir cet ancien nom historique du ministère de la Défense, utilisé de 1789 à 1949. Il avait déclaré, je cite, « Défense, c'est trop défensif et nous voulons être offensifs », estimant que le département, qui est l'équivalent d'un ministère en France, devait porter un nom qui, je cite, reflète sa puissance. Cette décision s'inscrit plus largement dans la volonté de Donald Trump de redonner une image des États-Unis de puissance forte et respectée. Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a mobilisé l'armée
à plusieurs reprises, a instauré un rare défilé militaire le jour de son anniversaire et a également déployé la garde nationale dans des villes dirigées par ses opposants comme à Washington DC. Plus récemment, l'armée a également été utilisée pour mener une frappe contre un bateau dans les Caraïbes dans le cadre de la lutte des États-Unis contre les trafiquants de drogue au Venezuela. Ses opposants démocrates ont dénoncé à plusieurs reprises ce recours à l'armée, qu'ils associent à ce qu'ils estiment être une dérive autoritaire de la part de Donald Trump. Et enfin, dernière actu, après un concert d'ouverture qui a eu lieu ce jeudi au Zénith Sud de Montpellier, cette année, l'événement s'ouvre au-delà des participants et participantes historiques que l'on a l'habitude de voir, avec au total 321 streamers et streameuses annoncés, mais on retrouvera bien évidemment Zerator, le créateur de cet événement caritatif, et aussi Antoine Daniel, Bagheera Jones, Joyka, Samuel Etienne ou encore Enjoy Phoenix. Ils seront tous en live pendant près de 50 heures et récolteront de l'argent envoyé par les viewers grâce à des paliers à atteindre et des défis à réaliser en direct. Les dons seront ensuite reversés à la Fondation de France qui s'occupe de redistribuer les fonds aux 8 associations sélectionnées cette année, comme la Ligue contre le cancer ou le Rire Médecin. Lors de la dernière édition en 2024, 10 145 881 € avaient été récoltés au profit de 5 associations dont le Secours Populaire. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.